À quel moment j'ai compris que mes parents me voyaient comme une erreur? Ma mère et mon beau-père m'ont toujours rejeté, simplement parce que je ressemble comme deux gouttes d'eau à mon vrai père, l'ennemi juré de ma mère. Alors, le jour où j'étais en cours de maths, plié, en deux, par une douleur fulgurante en bas à droite du ventre, la dernière chose dont j'avais envie, c'était de les appeler. Mais quand j'ai senti la fièvre grimper d'un coup, je n'ai pas eu le choix. J'ai écrit dans le groupe familial. Ils ont mis bien 30 minutes à débarquer. À peine monté dans la voiture, mon beau-père m'a lancé. « Tu comptais sécher les cours ?» Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche que ma sœur montait déjà le son à fond. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» J'ai balbutié. On faisait une sortie en famille, tu vois, histoire de souder les liens. C'est-elle écriée, tout sourire. « Que tu as interrompu ?» a sèchement ajouté ma mère. La douleur dans mon ventre s'est transformée, passant de vive à carrément insupportable, comme si mes entrailles prenaient de feu. Assise devant, ma mère s'est retournée, les sourcils froncés, son regard habituel quand elle me parlait. Essaye même pas de faire du cinéma pour attirer l'attention. J'étais blafard. La sueur me trempait, et le moindre dos d'âne m'envoyait des décharges dans le ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vomir. Marc m'a tendu un vieux sac de courses, sans me regarder, l'air de s'y attendre. « C'est pas vrai », a-t-il marmonné. Ton père faisait exactement le même numéro. Pile à ce moment, le téléphone de Kendra a bipé. Plus que 5%, s'est-elle lamentée d'une voix théâtrale qu'elle maîtrise depuis l'enfance. Josh doit m'appeler en FaceTime dans 20 minutes. Il va croire que je l'ignore, et après il invitera l'autre fille du cours de chimie au bal. Je sentais à chaque seconde la situation empirer. Hôpital, ai-je soufflé. S'il vous plaît. Maman et Marc ont alors échangé ce fameux regard. Le même que quand j'avais demandé à partir à Disney avec eux, ou réclamé pourquoi Kendra avait eu une voiture pour ses 16 ans, alors que moi j'ai eu droit à une carte avec 20 €. Regarde, il y a un Best Buy juste là, a lancé ma mère en désignant l'enseigne bleue qui approchait. On va lui prendre un chargeur portable vite fait. J'ai cru rêver. Malgré la douleur et la nausée, j'ai levé la tête tant bien que mal. Pardon, ça prend 2 minutes, pas plus, a-t-elle insisté, donnant déjà l'ordre à Marc de tourner. S'il vous plaît, hôpital. J'arrivais même plus à finir ma phrase, la gorge serrée. Marc m'a lancé un regard noir dans le rétro, un mélange de dégoût et d'agacement. Arrête ton cirque comme ton père. 5 minutes, toi ça va pas te tuer. Pourtant ils n'ont pas hésité une seconde. Ma mère a sauté hors de la voiture, Kendra a continué de râler à propos de Josh en descendant, et Marc a verrouillé la portière, me laissant seul à l'intérieur comme si j'étais un chien, pas leur fils. La douleur, elle, n'était même plus une pointe. C'était une pression énorme, impossible à ignorer. Et là, j'ai senti comme un ballon d'eau qui éclate à l'intérieur. Pas de soulagement, juste la certitude qu'un truc clochait. C'était comme si un incendie se propageait dans mon corps, remontant jusqu'à la poitrine. J'ai compris tout de suite. Même si on n'a que 16 ans, même sans diplôme, on sent quand quelque chose lâche à l'intérieur, que ce qui devrait rester contenu ne l'est plus. J'ai essayé d'appeler les secours, mais mes mains tremblaient trop. Impossible de taper le numéro. À travers la vitre du magasin, j'ai vu ma mère comparer 2 chargeurs. Kendra tripoter des coques de portable et Marc fixer sa montre, pas pour moi, juste parce que le match commençait dans moins d'1 heure. La dernière chose que j'ai entendue avant de sombrer, c'est la portière qui s'ouvrait. « Marc, il respire ?» a vérifié ma mère. « Ouais, mais faut qu'on y aille tout de suite. »« Kendra, mais j'ai même pas eu le temps de recharger mon téléphone. » Je me suis réveillé et 3 jours plus tard, en réa. À travers le brouillard des calmants, j'entendais la voix de ma mère dans le couloir. Son ton hypocrite qu'elle sort toujours aux réunions parents-prof. « On est venu dès qu'on a senti qu'il y avait un problème », racontait-elle à quelqu'un. « On s'est juste arrêté 2 minutes. Kendra souffre d'anxiété sévère. Fallait son traitement à la pharmacie. » L'infirmière avait l'air compatissante. « Vous n'avez vraiment pas eu de chance. Quelle épreuve !» renchérit Marc. « On est là chaque jour. On ne l'a pas laissé. » Et là, j'ai compris que si je voulais que justice soit faite, il faudrait m'en occuper seul, et je savais parfaitement comment faire. J'ai ouvert le groupe familial et j'ai écrit « Merci de m'avoir sauvé la vie, maman ». Mais j'ai envoyé un autre message aussi, qui n'était pas pour eux. Celui-là était destiné à mon père biologique, dont j'avais retrouvé le numéro dans le vieux téléphone portable de ma mère 6 mois plus tôt et que j'avais enregistré sous un faux nom, au cas où. Mes doigts tremblaient pendant que j'écrivais. Chaque mot plus dur à taper à cause des antidouleurs qui m'emmenaient déjà ailleurs. J'ai failli mourir parce que maman n'a pas voulu m'emmener à l'hôpital. Je suis en réa. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai envoyé le message, je l'ai vu devenir bleu, puis tout s'est obscurci. Mon téléphone a glissé de ma main sur le drap et je me suis de nouveau laissé, happé par le néant. Quand j'ai rouvert les yeux, la chambre était presque plongée dans le noir, sauf un halo jaune venant du lavabo. Un homme en blouse bleu nuit était près du lit, occupé avec les machines. Il avait des yeux doux et un badge où je pouvais lire taille.
Il a remarqué que je le regardais et m'a adressé un petit sourire. « Ah, tu es réveillé. Comment tu te sens ?» La plupart des gens demandent ça par réflexe, sans franchement attendre la réponse. Mais Tai, lui, s'est assis près de moi, patient, sincère, comme si ma réponse comptait vraiment. « J'ai mal partout », ai-je soufflé, la voix éraillée, et j'ai peur de rentrer chez moi. Là, son visage a changé, pas vraiment la surprise, plutôt la lueur de quelqu'un qui comprend d'un coup. Il a tiré une chaise, s'est assis à ma hauteur. « Je peux te poser quelques questions là-dessus ?» J'ai hoché la tête, la gorge nouée, mais c'était essentiel que quelqu'un sache, enfin. L'hôpital accorde une grande importance à la sécurité des patients, dit-il d'une voix douce. Tu accepterais qu'une assistante sociale vienne te voir? Quelqu'un qui pourrait vérifier que tu es en sécurité et que tu as tout ce qu'il te faut? Le soulagement a été si immense que j'ai cru que j'allais pleurer sur le champ. Enfin, quelqu'un prêt à vraiment s'occuper de moi. Oui, ai-je murmuré, je veux bien. Tai a serré ma main une seconde avant de se lever pour tout noter sur sa tablette. Je fais la demande tout de suite. Quelqu'un passera te voir demain matin. Il a jeté un coup d'œil à ma perfusion, a ajusté un réglage. La douleur dans mon ventre s'est atténuée. Essaie de dormir un peu. Je reste là toute la nuit, si tu as besoin de quoi que ce soit. Je me suis rendormi, hacké sous sa surveillance. Pour la première fois depuis des années, je me sentais enfin en sécurité. Au petit matin, une femme brune, les cheveux relevés en chignon, est entrée dans ma chambre, la tablette et le sourire rassurant de rigueur. Son badge indiquait « Valérie Burns, service social ». Elle a rapproché sa chaise, s'est installée près du lit. « Bonjour, je m'appelle Valérie. Les infirmières m'ont demandé de venir voir comment tu vas ce matin. » Dans sa voix, une chaleur enveloppante, celle qui donne envie de tout raconter. « Tu veux bien me dire ce qui s'est passé avant ton arrivée à l'hôpital ?» Alors j'ai tout déballé, du message envoyé à la famille en cours de maths, quand la douleur s'est déclarée, à la demi-heure d'attente avant qu'on vienne me chercher. J'ai parlé de Marc qui, au lieu de s'inquiéter, m'a soupçonné de vouloir sécher les cours, du portable de Kendra tombé en rade et de maman qui, au lieu de filer à l'hôpital, s'est arrêtée chez Best Buy, acheter un chargeur pendant que je vomissais à l'arrière de la voiture. Je lui ai raconté comment ils m'ont laissé enfermé dans la voiture pour faire leurs courses, cette impression que mon appendice explosait et le sentiment terrifiant d'être incapable d'appeler à l'aide. Valérie gardait un air calme et bienveillant, mais ses doigts filaient sur sa tablette, notant tout méticuleusement. Une fois mon récit terminé, elle m'a adressé un regard d'une douceur rare. L'équipe médicale a constaté, à ton arrivée, que tu étais en état de septicémie sévère à cause d'un appendice perforé. Cela veut dire qu'il y a eu un retard important dans ta prise en charge. Elle a fait une pause, puis la question qu'on redoute tous est tombée. Est-ce que tu te sens en sécurité chez toi? J'aurais tellement voulu dire non, ça piquait plus fort que ma cicatrice, mais je savais trop bien ce qu'il se passe pour les enfants qui répondent non. Famille d'accueil peut-être, ou thérapie familiale obligatoire, avec maman qui tournerait tout à ma désavantage. Je ne sais pas, j'ai fini par lâcher, au moins c'était sincère. Valérie a hoché la tête comme si cette réponse valait tout un roman. Je vais inclure ces éléments dans mon évaluation. Avec ton équipe médicale, on va réfléchir ensemble à ce qui sera le mieux pour toi. Elle s'est levée, a déposé sa carte de visite sur la table près du lit. Si tu as besoin de parler ou si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas à appeler ce numéro, à n'importe quel moment. Après son départ, j'ai vérifié mon téléphone. C'est là que j'ai vu la notification, un message provenant du contact Dave College, en réalité mon père biologique. Je suis en route. 2 États à traverser, mais je serai là demain matin. Tu vas bien? Je t'en prie, dis-moi que tu vas bien. Avant même de réaliser, j'ai éclaté en sanglots. Quelqu'un qui ne me connaissait à peine, dont maman m'avait privé toute ma vie, était prêt à tout laisser tomber pour venir jusqu'à moi en pleine nuit. Et pendant ce temps, de l'autre côté, ma mère devait regarder tranquillement ses émissions de cuisine, sans doute en train de râler parce que j'avais gâché sa semaine. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Une infirmière est entrée, s'est inquiétée, a demandé si j'avais mal. J'ai secoué la tête. Comment lui expliquer que c'était des larmes de soulagement, celles qu'on verse quand on se rend compte qu'on n'est pas si seul. Cet après-midi-là, j'ai reconnu la voix de maman dans le couloir, avant même qu'elle n'apparaisse. Son ton mielleux réservé aux profs et aux médecins, celui qui lui vaut d'être vu comme une mère exemplaire. Derrière, la voix grave de Marc marmonnait quelque chose d'incompréhensible. Ils sont entrés avec Kendra sur leurs talons, absorbés par son téléphone comme toujours. Maman affichait un faux air inquiet, sourcils froncés et lèvres pincées. Mais dès qu'elle a aperçu la carte de Valérie sur ma table de chevet, elle s'est transformée. Son regard s'est durci, les mâchoires serrées. Elle a attrapé la carte, l'a lue, puis m'a foudroyé des yeux. Ce regard qui voulait tout dire. Encore une chose de travers. Il suffisait que je respire. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle lancé, plus sèchement qu'elle n'aurait voulu. Marc, exaspéré, s'est posté derrière elle, bras croisés. J'ai gardé mon calme.
Une assistante sociale organise mon retour pour que j'ai tout ce qu'il me faut en sortant. Ce n'était pas tout à fait la vérité, mais ce n'était pas non plus un mensonge. Marc serrait la mâchoire. Un muscle trahissait sa nervosité. Maman plissait les yeux, mais n'a rien ajouté, arrêtée dans son élan par le passage d'une infirmière qui jetait un œil depuis le couloir. Elle a rassemblé ses esprits et s'est installée, forçant un sourire sur la chaise laissée par Valérie. C'est attentionné de leur part. On veut juste s'assurer que tu sois bien prise en charge. Kendra, elle, n'a pas quitté son téléphone, campée près de la sortie comme si elle attendait de pouvoir filer, son pouce défilant inlassablement. Je me suis demandé si Josh avait finalement pu l'appeler en visio, ou si elle s'était inquiétée pour rien, alors que moi, littéralement, j'agonisais sur le parking. Le docteur Angelo Burns est arrivé pendant ce que maman appelait la visite du soir, alors que je n'avais rien réclamé. C'était le chirurgien qui m'avait opéré, grand, les tempes grisonnantes, des yeux fatigués par tant d'urgence. Il a consulté mon dossier sur l'ordinateur, parcouru mes progrès, marmonnant pour lui-même. Puis, il a lâché une phrase qui a glacé la pièce. Le rapport d'opération précise que votre appendice était rompu depuis au moins 2 heures avant votre admission. Il m'a regardé, puis a lancé un regard appuyé vers mes parents. Depuis quand avais-tu mal avant de venir? C'était l'instant crucial, celui que j'attendais depuis que je m'étais réveillé et que j'avais surpris maman en train de mentir aux infirmières dans le couloir. J'ai pris soin de garder une voix neutre, posée, pour que chaque mot porte clairement. J'ai envoyé un message au collège dès que la douleur a commencé. Ils ont mis une demi-heure avant d'arriver. Ensuite, j'ai demandé à aller à l'hôpital, mais on a fait un détour chez Best Buy, le temps que Kendra achète un chargeur. Ils m'ont laissé enfermé dans la voiture, pendant qu'ils faisaient leurs courses. C'est là que ça a craqué. Mon appendice a lâché. Je voyais la tête de maman pâlir, puis rougir sous la colère. Marc, lui, serrait les poings le long du corps. Kendra a fini par relever le nez de son téléphone, complètement sidéré. Le Dr Burns, impassible en surface, a eu un petit froncement de sourcils sombre. Il a noté longuement sur mon dossier, pianotant nerveusement sur son clavier. « Je vais alerter les services sociaux à propos de votre cas », a-t-il lâché sans cesser de taper. Puis il s'est éclipsé, sans un mot pour mes parents. Le silence derrière lui était lourd, oppressant, presque suffocant. Maman a ouvert la bouche, prête à protester ou à se justifier, mais une infirmière est apparue pour vérifier mes constantes. Marc a attrapé maman par le bras, l'a tirée vers la sortie en grommelant qu'il avait besoin d'un café. Kendra a suivi docilement, muette. Mais au moment de passer la porte, elle m'a lancé un regard en coin, étrange, inquiet ou bien coupable. Ensuite, elle a disparu, et je me suis retrouvé seul, bercé par le bip régulier des machines, le cœur tambourinant, la certitude d'avoir mis en marche quelque chose qui ne s'arrêterait plus. Je scrutais les dalles du plafond, comptant les petits trous des panneaux, le corps écrasé par les calmants de la perfusion. Impossible d'arrêter le fil des pensées. Vers 9 heures, le soir même, Ty est revenu prendre sa garde, et il est passé me voir pour surveiller mes constantes. Il se déplaçait sans bruit autour du lit, ajustant les réglages, notant sur sa tablette. Puis, quand il eut fini, il s'est assis sur la même chaise que Valérie avait utilisée plus tôt et m'a regardé avec gravité, comme s'il avait une révélation à faire. Il m'a expliqué qu'il avait parlé avec le reste de l'équipe, que tout le monde avait laissé une note sur mon dossier au sujet du retard pour mon admission à l'hôpital. Il disait que les urgences avaient consigné mon état à l'arrivée, la gravité de l'infection, à quel point j'avais failli y passer. Sa voix restait douce, professionnelle, mais son regard était triste, surtout quand il a précisé que plusieurs personnes ici s'étaient vraiment fait du souci pour moi. Il a aussi expliqué qu'en cas de doute sur la manière dont un enfant se blesse, l'hôpital prenait la situation très au sérieux et notait absolument tout. Puis il a glissé un mot qui m'a allumé à la gorge. Il m'a affirmé que désormais, des gens étaient là pour veiller sur moi, réellement soucieux de ma sécurité. Il a insisté sur l'importance de cette protection, bien supérieure à ce que je pouvais imaginer, et il m'a réconforté d'une main sur l'épaule avant de retourner à son poste. Je n'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Chaque fois que je fermais les paupières, je revoyais maman en train de comparer des chargeurs comme si de rien n'était, alors que mon appendicite éclatait dans la voiture. Je regardais sans cesse mon téléphone, en espérant un message de Biodad, mais rien ne venait. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il viendrait vraiment ou s'il déciderait que je n'en valais pas la peine, comme maman l'avait toujours prétendu. Le matin s'étirait lentement, la lumière glissant du noir au gris, puis à un bleu pâle derrière la fenêtre. Vers 7 heures, une infirmière m'a déposé un petit déjeuner qui me restait en travers. Impossible à avaler tellement mon ventre était retourné. Je picorais mon bout de pain grillé quand j'ai entendu des voix approcher, et la porte s'est ouverte. Celui qui est entré était grand, peut-être 1m90, les tempes grisonnantes, l'air complètement épuisé comme s'il avait roulé toute la nuit, les vêtements froissés. Mais ce visage, c'était comme regarder mon propre reflet, version adulte,
Même nez, même mâchoire marquée, les mêmes yeux sombres que maman disait toujours ne pas supporter. Il s'est arrêté, les larmes plein les yeux. Puis il a traversé la pièce à grandes enjambées et m'a prise dans ses bras, tout en évitant soigneusement les fils et les tuyaux. Quand il m'a demandé si j'allais vraiment bien, sa voix s'est cassée et je n'ai pas réussi à répondre, tant je pleurais. Il sentait le café et la route, et ses mains tremblaient en touchant mon visage. Il répétait sans fin qu'il était désolé. Désolé de ne pas avoir été là. Désolé de n'avoir pas compris à quel point c'était grave. Désolé d'avoir laissé filer le temps. On a parlé sans s'arrêter pendant près de 2 heures. Il a tiré une chaise contre mon lit et a attrapé ma main pour tout m'expliquer. Sa rencontre avec maman à la fac, la dégradation après ma naissance, comment elle lui reprochait ses échecs. Il m'a raconté qu'elle avait demandé la garde exclusive, accusé devant le juge qu'il était dangereux, violent, des accusations qu'il n'a jamais pu démonter. Le tribunal lui a accordé la garde et lui n'avait droit qu'à une visite surveillée par mois, mais elle a déménagé à 3 états de distance sans prévenir. Quand il nous a finalement retrouvés, elle avait déposé des papiers disant qu'il m'avait abandonné et le nouveau tribunal lui a retiré ses droits parentaux. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est ce qu'il m'a montré ensuite. Sur son téléphone, il a défilé 16 ans de relevés bancaires, preuve qu'il versait la pension chaque mois, non pas à maman, mais via le service de l'État censé tout lui transférer. Depuis toujours, il envoyait cet argent que maman affirmait n'avoir jamais reçu. Elle avait acheté une voiture à Kendra avec ce qui aurait dû me revenir et était partie en vacances avec la famille en me laissant seule à la maison, dépensant l'argent qui était censé me nourrir. En regardant ces relevés, j'ai compris que ma vie entière reposait sur des mensonges. Il m'a aussi montré des dizaines de lettres qu'il avait envoyées à l'adresse de maman pour demander de me voir, auxquelles elle n'a jamais daigné répondre. Il avait déjà engagé des avocats à 2 reprises pour tenter d'obtenir un droit de visite. Mais sans preuve concrète des mensonges, les tribunaux avaient les mains liées. Il a confié que me retrouver, c'était comme retrouver une partie de lui-même qu'il avait cru perdue pour toujours. Valérie est revenue en fin de matinée, demandant à parler seul à seul avec Biodad. Ils sont sortis et je me suis retrouvé seul, plongé dans mes pensées pendant 40 minutes qui m'ont paru interminables. J'entendais parfois leur voix grave et tendue venir du couloir. Quand ils sont enfin revenus, je n'ai pas reconnu Biodad. Il se tenait droit, la mâchoire serrée, et affichait une détermination qui m'a rappelé celle que j'avais ressentie le jour où j'avais décidé de tout révéler au Dr Burns. Valérie s'est assise et, d'une voix douce et professionnelle, m'a expliqué qu'après avoir discuté avec Biodad, elle envisageait plusieurs solutions pour la pré-hôpital. Vu les inquiétudes officielles sur le retard de soins et les doutes autour de ma sécurité à la maison, elle m'expliquait qu'elle recommandait que je ne rentre pas immédiatement chez maman. Biodad était prêt à rester en ville et elle allait organiser pour qu'il devienne mon tuteur temporaire pendant ma convalescence. Elle m'a parlé d'évaluation du domicile, des services de protection de l'enfance, du tribunal de la famille, et chacun de ces termes me faisait un peu plus sentir qu'un mur était en train de s'ériger entre ma mère et moi. Valérie a ajouté qu'un enquêteur des services sociaux passerait chez ma mère pour interroger tout le monde et que la procédure demanderait du temps. Elle m'a assuré qu'elle veillerait personnellement sur ma sécurité d'ici là, et sa façon de le dire m'a rassuré. Biodad a pris ma main et je l'ai serrée aussi fort que j'ai pu. Maman est passée pendant les heures de visite de l'après-midi et a découvert Biodad assis près de mon lit. Son visage a affiché en quelques secondes une succession de réactions. Surprise, colère, puis ce sourire factice qu'elle réservait aux situations où il fallait sauver la face. Elle a demandé d'une voix douceâtre ce qu'il faisait là, même si son regard disait tout le contraire. Biodad s'est levé, lui annonçant qu'il venait voir son fils, et déjà le masque de maman craquait. Elle s'est mise à hurler qu'il n'avait aucun droit, qu'il m'avait abandonné, qu'il n'était pas en droit de débarquer comme ça. Biodad, lui, est resté parfaitement calme, lui rappelant qu'il payait la pension alimentaire depuis 16 ans, preuves à l'appui. Maman est devenue écarlate, criant qu'il mentait, que la justice lui avait tout retiré, qu'elle allait appeler la sécurité. 2 agents ont effectivement débarqué, mais ce n'était pas pour mettre Biodad dehors. Ils ont simplement demandé à mes parents de venir discuter dans une salle à part, loin des autres patients. Maman avait l'air prête à protester, mais les agents n'ont pas laissé place au doute. Ils ont escorté mes parents hors de la chambre, me laissant seul avec Mark et Kendra. L'ambiance était lourde, gênante. Mark s'est isolé près de la fenêtre, les bras croisés, évitant soigneusement mon regard. Kendra est restée plantée près de la porte, les yeux vissés sur son téléphone. Et puis, tout d'un coup, elle a relevé la tête et nos regards se sont croisés. Sa voix était basse, hésitante, quand elle a murmuré qu'elle était désolée. Elle n'a même pas quitté son téléphone des yeux. Et je n'ai jamais su si ses excuses étaient pour l'histoire chez Best Buy ou pour ces 16 années à me voir traiter comme une moins que rien. Peut-être un peu des deux, ou peut-être rien du tout.
Marc, lui, n'a rien trouvé à dire. Les 3 jours suivants se sont écoulés lentement, avec mon père biologique logeant à 2 pas et venant me voir chaque jour dans les créneaux autorisés. Les médecins suivaient de près ma cicatrisation, surveillaient mes analyses sanguines et s'assuraient que l'infection était en voie de disparition. Le 4e jour, le docteur Burns est venu tôt le matin. Il a estimé que j'étais assez remise pour rentrer. Il m'a confié toute une liste d'instructions pour mes soins, insistant sur l'importance de garder la cicatrice propre et sèche et de rester vigilante sur les signes d'infection. Il a prescrit antidouleurs et antibiotiques, puis a enchaîné sur les restrictions physiques. Pas de port de charge, pas de course, pas de sport à l'école pendant au moins 4 semaines. Il a aussi évoqué la nourriture, conseillant d'y aller doucement et de réintroduire les aliments petit à petit. Ensuite, Valérie est arrivée avec tout le dossier de sortie et un plan précis. Tout était organisé avec mon père biologique et les services sociaux de l'hôpital. Au lieu de rentrer chez ma mère, j'allais loger provisoirement à l'hôtel avec mon père. Cette solution garantissait que je sois surveillé correctement pendant ma convalescence et que j'ai accès à des soins adaptés. Mais tout le monde savait que l'idée, c'était aussi de m'éloigner de ma mère. Valérie utilisait des termes officiels comme soutien adéquat ou besoin de surveillance médicale, tout en notant soigneusement chaque point dans ses rapports. Elle m'a précisé que ma mère recevrait copie de tous les documents et pourrait contester la décision si elle le souhaitait, mais que pour le moment, les choses se passaient ainsi. Ma mère, évidemment, a aussitôt explosé. Elle a débarqué alors que j'enfilais les vêtements apportés par mon père, menaçant de porter l'affaire devant la justice. « Il n'a pas de droit de garde !» hurlait-elle à propos de mon père. « Je vais poursuivre l'hôpital, j'appellerai la police !» Mon père, lui, est resté imperturbable, sa voix posée rappelant qu'il avait payé la pension alimentaire pendant 16 ans sans jamais voir sa fille, qu'il s'inquiétait forcément pour ma sécurité vu les circonstances et que le rapport de l'assistante sociale allait dans son sens. « La documentation médicale montre clairement le retard des soins », a-t-il ajouté. « Tu devrais peut-être voir ça avec ton avocat avant de jouer les grandes gueules. » Le visage de ma mère est devenu cramoisi. Elle semblait à 2 doigts de le gifler. Une infirmière a coupé court, lui suggérant de partir avant qu'il ne soit nécessaire de faire revenir la sécurité. Marc l'a tirée vers la porte alors qu'elle continuait de vociférer que tout ceci n'était pas terminé, qu'elle comptait se battre, qu'on m'avait monté la tête. Moi j'étais assise au bord du lit, habillée, observant ma mère s'en aller en hurlant. Kendra suivait, la tête baissée. Quant à la chambre d'hôtel que mon père avait réservée, elle n'avait rien d'extraordinaire, mais au moins elle était propre et calme. 2 grands lits avec des couettes bleues, une petite table posée près de la fenêtre, une télé fixée au mur. Voilà ce qu'on découvrait en entrant. Il était déjà passé plus tôt ce matin-là et avait rempli le mini-frigo de ginger ale, de biscuits et de pain blanc, tout ce que Valérie avait conseillé pour ménager mon estomac fragile. Il m'a aidé à m'installer sur le lit le plus proche de la salle de bain, à arranger les oreillers derrière mon dos, s'est assuré que j'étais bien installé. Ensuite, il a aligné tous mes médicaments sur la table de nuit, a programmé les rappels de prise sur son téléphone. Il m'a demandé ce que je voulais regarder à la télé et m'a tendu la télécommande en disant « Choisis ce qui te fait envie ». Finalement, on s'est retrouvés devant une émission de cuisine qui ne passionnait ni l'un ni l'autre, mais ça n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'est qu'à intervalles réguliers, ils viennent vérifier si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais mal, si j'avais faim. Ce qui importait, c'était la façon dont ils se levaient spontanément pour me rapporter du ginger ale, ou encore comment ils remettaient mes oreillers en place dès qu'ils me voyaient gigoter pour essayer d'être mieux installé. Pour la première fois depuis 16 ans, j'avais la sensation que quelqu'un prenait vraiment soin de moi, comme si j'avais de la valeur à ses yeux. Cet après-midi-là, je me suis endormi avec un sentiment de sécurité que je n'avais jamais ressenti chez moi auparavant. Kian est arrivé en début de soirée, un sac à dos rempli de cahiers et de potins du lycée. Mon père biologique lui a ouvert, ils se sont serrés la main. On sentait Kian un peu nerveux de rencontrer mon vrai père pour la première fois. J'étais lové dans le lit avec mon ordinateur, essayant de rattraper mon retard en anglais. Kian a vidé son sac sur l'autre lit, sortant pochettes et feuilles, et m'a expliqué tout ce que j'avais raté dans chaque matière. Mais soudain, il s'est interrompu, lançant un regard tour à tour vers moi et mon père biologique, toujours occupé à me repositionner un oreiller. Les yeux grands ouverts, il s'est penché vers moi pour chuchoter « C'est vraiment ton père ?» Surpris, mais aussi, je crois, soulagé. J'ai acquiescé, et son visage s'est instantanément illuminé d'un large sourire. « Il était grand temps que quelque chose de bien t'arrive », s'est-il écrié. Mon père biologique a ri, puis a proposé qu'on commande des pizzas pour le dîner, en demandant à Kian quelle garniture il voulait. Les 2 heures suivantes, on filait entre des repas fades pour moi et de la pizza pour eux. Kian me mettait à jour sur les derniers potins du lycée, jouant le rôle de l'insouciance comme si le retour de mon père biologique dans ma vie n'était pas un bouleversement total. Grâce à lui, tout paraissait plus simple, moins effrayant.
Valérie m'avait conseillé de tenir un journal de ma convalescence, au cas où il faudrait prouver la qualité des soins reçus. Alors, les jours suivants, j'ai tout noté. Comment mon père biologique observait ma cicatrice matin et soir, surveillant la moindre rougeur, le moindre gonflement, sortant la lampe torche si besoin. Comment il s'assurait que je prenne chaque médicament à l'heure, impossible d'en sauter un, même quand je faisais semblant d'aller mieux. Comment il me préparait des plats fades et honnêtement très peu appétissants, mais exactement ce qu'avait dit le médecin. Combien de fois il me demandait comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose, si la douleur augmentait. J'ai aussi précisé qu'il allait laver mon linge à la laverie de l'hôtel et m'avait acheté quelques vêtements neufs parce que je n'avais que ce que ma mère avait mis dans ma valise. J'ai noté qu'il avait mis en place un planning de soutien scolaire pour que je ne prenne pas trop de retard, qu'il avait cherché les meilleurs spécialistes pour mon suivi médical. À travers les pages, une évidence ressortait. Mon père biologique me considérait comme quelqu'un d'important. Il se souciait vraiment de ma santé, de ma sécurité, de mon avenir. Le fossé avec tout ce que j'avais connu jusque-là me frappait presque autant que l'opération elle-même. En relisant mes propres mots, je comprenais ce que Valérie voulait me montrer. La différence entre l'indifférence et ce qu'est être parent, noir sur blanc. Une semaine plus tard, une grosse enveloppe est arrivée à l'hôtel adressée à mon père biologique. Il l'a ouverte assis à son petit bureau pendant que je faisais mes devoirs sur le lit et j'ai vu sa mâchoire se contracter en lisant. L'avocat de ma mère lui avait envoyé une mise en demeure. Il exigeait que je rentre immédiatement à la maison en affirmant que mon père n'avait aucun droit légal de me garder avec lui. Ce jour-là, mon père biologique a passé 3 coups de fil. Son avocat a demandé à l'hôpital tous mes dossiers médicaux, a supplié Valérie d'établir un rapport officiel sur sa position et a déposé en urgence une requête de modification de la garde au tribunal. 2 jours plus tard, une autre lettre est arrivée, cette fois avec le sceau du tribunal. Le juge avait fixé une audience provisoire dans exactement 2 semaines pour décider où je devrais vivre pendant l'examen du dossier. Mon père biologique m'a montré la lettre et m'a demandé si j'étais d'accord, si je voulais vraiment entamer une procédure contre ma propre mère. J'ai regardé le journal posé sur la table de nuit, les boîtes de médicaments bien alignées, le mini-frigo rempli d'aliments sûrs pour mon estomac fragile. Puis je l'ai regardé et j'ai dit oui. 3 semaines après mon opération, mon père biologique m'a ramené pour la première fois dans mon ancien lycée. Ma cicatrice me tirait encore dès que je faisais un mouvement un peu brusque et je me fatiguais beaucoup plus vite qu'avant. À la 3e heure de cours, je luttais déjà pour garder les yeux ouverts en histoire. Mon professeur m'a vu piquer du nez et a glissé un mot au bureau de la conseillère d'orientation. Je ne connaissais pas Jasmine Ford. Son bureau, juste à côté de l'entrée, débordait de plantes vertes et son canapé avait l'air vraiment accueillant. Rien à voir avec les chaises en plastique d'ordinaire. Elle m'a invité à m'asseoir, m'a proposé un verre d'eau, puis a attendu tranquillement que je me sente détendu avant de me demander comment j'allais, pour de vrai. J'ai essayé de sortir la réponse classique, que tout allait bien et que j'étais en train de rattraper les cours. Elle s'est contentée de me regarder calmement, avec beaucoup de patience, et m'a expliqué qu'elle avait reçu un rapport comme quoi je m'endormais en classe et savait que j'avais été hospitalisé récemment. Elle m'a ensuite demandé si j'avais envie de parler de tout ça. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle posait ses questions, sans aucune pression ni jugement, qui a fait tout remonter à la surface. Je lui ai raconté comment mon appendice avait éclaté et ce fameux arrêt chez Best Buy alors que j'agonisais à l'arrière de la voiture. Je lui ai parlé de mon réveil en réanimation et du moment où ma mère a menti aux infirmières sur ce qui s'était passé. Je lui ai aussi confié l'arrivée de mon père biologique et cette impression de sécurité que j'avais ressentie avec lui à l'hôtel, la plus forte de toute ma vie. Je lui ai expliqué que la bataille pour la garde avait commencé et à quel point l'idée que le juge m'oblige à retourner chez ma mère me terrifiait. Jasmine a tout écouté, sans jamais m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse un long moment, puis elle m'a expliqué qu'elle était référente obligatoire, c'est-à-dire qu'elle avait le devoir de signaler toute situation de maltraitance ou de négligence dès lors qu'elle en avait connaissance. Elle m'a demandé si j'acceptais qu'elle note tout ce que je venais de lui dire pour le transmettre au tribunal. J'ai dit oui tout de suite. Jasmine a téléphoné à Valérie dans la journée. Je le sais car Valérie a envoyé un message à mon père le soir même pour expliquer à quel point le soutien du lycée changeait tout. Qu'une conseillère de mon propre établissement confirme la négligence rendait ma situation bien plus crédible. Jasmine a aussi mis en place tout un tas d'adaptations. J'ai eu droit à des délais supplémentaires pour mes devoirs le temps que je me remette. J'étais autorisé à sortir en cas de douleur pour aller à l'infirmerie et j'ai même eu un pass pour arriver en retard le matin si j'avais besoin de dormir un peu plus. Elle m'a tout remis imprimé, avec des copies pour moi, et elle a prévenu tous mes professeurs. Pour la première fois, j'avais vraiment le sentiment qu'au lycée, ma situation comptait pour quelqu'un. Un après-midi, une semaine plus tard, j'étais à l'hôtel en train de faire mes devoirs quand quelqu'un a frappé. Mon père était sorti faire quelques courses.
J'ai regardé par le Judas et c'était Kendra, l'air complètement défaite, cheveux attachés à la va-vite, pas maquillée, ce qui ne lui était jamais arrivé. J'ai ouvert, elle est restée dans l'embrasure, silencieuse, puis elle m'a demandé si elle pouvait entrer. On s'est assises chacune sur un lit, elle fixait ses mains. Elle a fini par dire qu'elle repensait sans arrêt à cet arrêt chez Best Buy, tous les jours depuis que ça s'était passé. Elle m'a dit qu'elle se revoyait, moi à moitié dans les vapes à l'arrière, pendant qu'elle pleurait parce que son portable n'avait plus de batterie. Elle m'a avoué qu'elle avait compris qu'elle aurait vraiment pu me perdre pendant qu'elle regardait les coques de téléphone. Elle a levé vers moi ses yeux rougis et m'a demandé si je la détestais. Je ne savais pas quoi répondre. Une part de moi avait envie de dire oui, de lui faire sentir la douleur que j'avais ressentie pendant toutes ces années. Mais en même temps, je savais qu'elle n'avait que 17 ans, qu'elle aussi avait grandi avec ses parents qui lui avaient appris que ses soucis valaient plus que ma vie à moi. J'ai dit à Kendra que j'étais en colère contre eux tous, contre elle pour son égoïsme, contre maman pour sa haine, contre Marc parce qu'il m'avait toujours maltraité. Mais je lui ai aussi expliqué que j'avais conscience qu'elle restait une gamine, élevée dans une famille fêlée, à qui on avait toujours fait croire qu'elle passait avant moi, alors forcément, elle avait fini par en être persuadée. Ce n'était pas entièrement sa faute. Kendra a éclaté en sanglots, de vraies larmes cette fois, pas de la comédie. Son maquillage coulait, son visage était tout rouge. Elle a dit qu'elle voulait tout dire, qu'elle serait prête à témoigner au tribunal sur ce qui s'était passé chez Best Buy, sur la façon dont maman et Marc m'avaient toujours traité différemment. J'ai simplement hoché la tête, incapable d'ajouter quoi que ce soit. Quelques jours après, mon père m'a accompagné au rendez-vous de suivi chez le Dr Burns. L'hôpital était dans le même bâtiment où j'avais failli mourir, et rien que d'y remettre les pieds, j'avais la nausée. Mais le Dr Burns a été d'une grande gentillesse en examinant ma cicatrice. Il m'a rassuré, elle cicatrisait bien et il n'y avait pas de signe d'infection. Après, il m'a demandé de monter sur la balance. Et là, son expression a changé. Il a voulu connaître mon poids d'avant l'opération, a noté des choses dans mon dossier, puis il m'a dit que j'étais trop maigre pour ma taille et mon âge. Il a vérifié d'autres choses, examiné ma peau, mes ongles, posé des questions sur mon sommeil. Il a conclu que je montrais tous les signes d'un stress chronique et d'une sous-nutrition. Il a ajouté tout cela à mon dossier médical, précisant que ce serait transmis au tribunal. Mon père a demandé s'il fallait faire quelque chose, le docteur nous a donné un programme alimentaire et des compléments vitaminiques, puis fixé un autre rendez-vous 6 semaines plus tard. L'enquêtrice des services sociaux est passée chez ma mère un mardi après-midi, je le sais parce que Kendra m'a envoyé un message juste après. C'était une femme qui a reçu chaque membre de la famille séparément, dans différentes pièces. Elle a commencé par maman, puis Marc, et enfin Kendra. Kendra m'a raconté que l'enquêtrice posait des questions très précises sur le jour de mon hospitalisation. Combien de temps on était resté chez Best Buy, si elle s'était rendue compte de la gravité de mon état, comment maman et Marc me traitaient à côté de Kendra. Kendra a tout raconté, elle n'a rien caché. L'arrêt chez Best Buy, moi qui vomissais dans la voiture pendant qu'eux faisaient tranquillement leurs courses, la carte de $20 pour mon anniversaire, quand elle avait eu une voiture, et la manière dont il m'avait toujours considéré comme un boulet alors qu'elle était la favorite. L'enquêtrice a tout noté et une semaine après, son rapport est tombé. Il indiquait que j'avais subi une négligence médicale grave, potentiellement mortelle, et relevait un schéma évident de maltraitance psychologique et de traitement inéquitable. Sa recommandation était claire. Il ne fallait surtout pas que je retourne vivre chez ma mère. C'est la première fois que maman m'a appelé directement depuis que j'ai quitté l'hôpital. J'étais installé devant la télé avec Biopapa quand mon portable s'est mis à vibrer, affichant son nom. Je sentais ma main trembler au moment de décrocher. Sa voix aussi était pleine de tremblements, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. Elle était hors d'elle. Tu es en train de briser la famille et de monter Kendra contre moi. Tu es égoïste et manipulatrice, exactement comme ton père. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne me montres aucune reconnaissance. Tu verras, tu regretteras tout ça le jour où le juge comprendra que tu mens et qu'il t'obligera à revenir à la maison. Je n'ai rien dit. J'ai juste raccroché et bloqué son numéro. Biopapa m'a demandé si ça allait. Je n'allais clairement pas bien, mais j'ai fait oui de la tête. Le lendemain matin, Marc m'a envoyé un long message où il s'excusait de ne pas avoir pris ma défense, répétant qu'il n'avait pas compris à quel point c'était grave. J'aurais dû t'emmener immédiatement à l'hôpital au lieu de m'arrêter chez Best Buy. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Biopapa lisait par-dessus mon épaule pendant que je restais fixé sur le message. Il a laissé échapper un petit rire sarcastique. On ne va pas féliciter des adultes pour avoir ignoré la maltraitance. Marc a eu 16 ans pour remarquer comment il te traitait. Il a juste choisi de s'y intéresser quand la justice s'en est mêlée. Je n'ai pas répondu au message. Je l'ai simplement supprimé et j'ai rangé mon téléphone. L'audience pour la garde a eu lieu 5 semaines plus tard,
dans un tribunal qui sentait le bois ciré et le produit de nettoyage. Nous étions assis à une table sur la gauche, Bio Papa et moi, tandis que maman, Marc et leur avocate étaient à droite. Kendra attendait dans le couloir, prête à témoigner. La juge, une femme aux cheveux gris tirés en arrière et aux lunettes pendues à une chaînette, m'a regardé dès que l'avocate de Bio Papa a prononcé mon nom et que j'ai avancé vers la barre, les jambes tremblantes. Ma cicatrice me lançait encore si je bougeais mal. L'avocate m'a demandé de raconter ce qui s'était passé la journée de mon hospitalisation. J'ai tout décrit. La douleur violente en maths, le message envoyé sur le groupe familial, la demi-heure interminable d'attente, les vomissements dans la voiture, mes demandes répétées pour aller à l'hôpital. Maman et Marc décidant quand même de passer chez Best Buy, moi enfermé dans la voiture pendant qu'ils faisaient leurs courses, les voyant à travers la vitre comparer des chargeurs alors que je sentais mon appendice exploser, la perte de conscience, puis mon réveil 3 jours plus tard en réanimation. L'avocate m'a aussi questionné sur le traitement habituel par rapport à Kendra. J'ai raconté les écarts flagrants, le voyage à Disneyland sans moi, la voiture offerte à Kendra pour ses 16 ans pendant que je recevais une simple carte, le regard méprisant de maman, Marc qui me traitait toujours de simulateur dès que j'étais malade ou blessé. La juge prenait des notes, puis m'a demandé si je me sentais en sécurité avec Bio Papa. Sans hésiter, j'ai répondu oui. Elle a ensuite voulu savoir si je souhaitais retourner chez maman. J'ai répondu non. L'avocate de maman a tenté de me faire passer pour une ado qui exagère, mais les dossiers médicaux étaient formels sur la gravité de mon état. J'étais tellement secoué en quittant la barre que Bio Papa a dû me soutenir. Ensuite, Kendra est venue témoigner. Elle pleurait déjà avant la première question. Elle a détaillé l'arrêt chez Best Buy, comment je vomissais, mon teint gris, mes supplications pour qu'on aille à l'hôpital tout de suite, maman qui disait que ça prendrait juste 1 minute pour acheter un chargeur, et le temps interminable où ils sont restés dans le magasin. L'avocate lui a demandé si nos parents nous traitaient différemment. Kendra a acquiescé. Elle a raconté la voiture reçue, les vacances où je n'étais pas invité, et ce sentiment permanent que maman et Marc me considéraient comme un fardeau, alors qu'elle était la préférée. Ils la traitaient encore plus mal que moi parce qu'elle ressemble à Bio Papa, et maman ne supporte pas ça. Elle sanglotait presque sans discontinuer. Je voyais maman la regarder d'un air qui, à ma place, m'aurait submergé de culpabilité, mais Kendra n'a pas flanché. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt, j'aurais dû appeler une ambulance ce jour-là. À la fin, l'avocate de maman a essayé de faire passer Kendra pour une ado trop émotive, mais la juge semblait loin d'être convaincue. Après le déjeuner, c'était au tour du Dr Burns. Il avait apporté mon dossier médical et a décrit mon état à mon arrivée aux urgences. Septicémie sévère causée par une appendicite perforée, grosse déshydratation, forte fièvre, tension très basse. 30 minutes de plus et ça aurait pu être fatal. On lui a demandé depuis combien de temps l'appendice avait rompu avant mon arrivée. Il a répondu « au moins 2 heures, vu le niveau d'infection ». Il a détaillé l'opération en urgence et les 3 jours de coma. Ensuite, il a expliqué les conséquences du retard de prise en charge. S'arrêter pour acheter un chargeur alors qu'un enfant montre tous les signes d'une urgence médicale, c'est de la négligence grave. L'avocate de maman a essayé de minimiser, disant qu'il ne s'était pas rendu compte de la situation, mais Dr Burns l'a rapidement coupé. Elle vomissait, tremblait, avait le teint gris, elle souffrait visiblement. N'importe quel adulte responsable serait parti directement à l'hôpital. La juge lui a demandé s'il y avait la moindre justification médicale au retard. Sa réponse a été catégorique. Absolument aucune. Valérie a témoigné à son tour, un dossier bien épais sous le bras. Elle a raconté combien l'équipe hospitalière avait été marquée par l'attitude de ma famille pendant mes jours en soins intensifs, comment maman et Marc faisaient croire qu'ils étaient là tout le temps alors qu'ils n'étaient venus que 2 fois, les mensonges sur l'arrêt à la pharmacie, et combien j'avais exprimé ma peur de rentrer chez moi. Elle a comparé l'ambiance chez maman à celle de Bio Papa pendant ma convalescence. Bio Papa a suivi les recommandations médicales à la lettre. Contrôle de la cicatrice 2 fois par jour, médicaments pris à l'heure, suivi minutieux des symptômes, toujours présent au rendez-vous. Depuis que j'avais quitté la maison de maman, elle a souligné que j'avais repris du poids et que mes signes de stress avaient nettement diminué. Sur son évaluation professionnelle, Valérie a été très claire. J'avais subi des négligences médicales qui ont mis ma vie en danger, mais aussi un abus émotionnel continu à travers un traitement injuste. Sa recommandation était sans équivoque. Il ne fallait surtout pas que je retourne chez maman. L'avocate de ma mère s'est levée pour tenter de faire valoir qu'il ne s'agissait que d'une erreur, un acte isolé sous la pression, et non d'une maltraitance régulière. Mais l'avocat de Bio Papa a présenté toutes les preuves accumulées. Les dossiers médicaux montraient que j'étais en sous-poids, mal nourri, les rapports de la conseillère d'éducation décrivaient comment mon état empirait,
et les documents des services sociaux révélaient un traitement inégal, avec même un témoignage de Kendra sur des années de favoritisme. La juge a tout examiné, silencieuse, un silence qui m'a semblé interminable. Puis elle a annoncé que l'ensemble des preuves reflétait clairement une négligence répétée et que l'incident chez Best Buy n'en était qu'un exemple parmi d'autres. Elle a confié à Biopapa la garde provisoire pour 6 mois et a accordé à ma mère un droit de visite surveillé. Elle a ordonné une thérapie familiale pour maman, Marc et Kendra et une thérapie individuelle pour moi. On fixerait une nouvelle audience dans 6 mois pour réévaluer la situation. Ma mère s'est levée d'un bond, la chaise raclant le sol avec fracas. Elle est sortie sans me jeter un regard, suivie immédiatement par Marc. Kendra, elle, est restée assise encore quelques instants, l'air complètement perdu, puis s'est levée à son tour. Biopapa m'a serré l'épaule et c'est là que j'ai compris que je pleurais. Ce n'étaient même pas des larmes de tristesse. Je pleurais de soulagement. Ce week-end-là, on a chargé mes affaires dans la voiture de Biopapa et on a pris la route vers chez lui, à 2 états d'ici. Il y avait 6 heures de route et on s'est arrêté 2 fois pour manger et aller aux toilettes. À l'arrivée, dans l'allée, j'ai découvert une petite maison de plain pied aux murs blancs, 3 chambres, un grand jardin. Biopapa m'a fait entrer, guidé dans le couloir jusqu'à la 3e chambre, a ouvert la porte et je suis resté planté là, bouche bée. Un lit neuf recouvert d'une couette bleue, un bureau avec une lampe et un pot rempli de stylos, une bibliothèque contre le mur, des rideaux à la fenêtre, un tapis au sol. Tout sentait le neuf. Tout était net. Surtout, tout avait été prévu pour moi. Jamais personne ne m'avait réservé une chambre rien qu'à moi. Les larmes sont revenues et Biopapa m'a pris dans ses bras. Il m'a dit que c'était ma chambre, que je pouvais la décorer à mon goût, en faire mon espace à moi. Je n'ai même pas réussi à articuler un mot. J'ai juste acquiescé la tête enfouie contre son épaule. Arrivé dans un nouveau collège en pleine année, 6 semaines après la rentrée, c'était vraiment étrange. Tout le monde se connaissait déjà, chacun avait son groupe, ses private jokes, et moi j'étais le petit nouveau parachuté au mois d'octobre. Mais franchement, ça m'était égal. Après tout ce que j'avais vécu, rien ne pouvait m'atteindre à ce moment-là, tellement j'étais soulagé d'avoir tourné la page. Kian et moi, on s'écrivait tous les jours, il m'envoyait des photos du collège pour que je garde un pied là-bas. Il m'a promis qu'il viendrait aux vacances de printemps. Mes profs étaient vraiment compréhensifs, ils savaient pour ma situation. Le principal leur avait expliqué que je sortais d'une grosse opération et que je traversais aussi des soucis familiaux. Du coup, ils me laissèrent du temps pour rendre les devoirs et je pouvais sortir de cours si besoin. Personne n'était trop curieux. J'ai commencé la thérapie dès la 2e semaine dans ma nouvelle école. Biopapa m'a trouvé une conseillère spécialisée dans les traumatismes familiaux. Son cabinet était au centre-ville, fauteuil moelleux, des mouchoirs sur chaque table. Elle m'a demandé de raconter mon histoire et je l'ai fait, de bout en bout. Les années à être ignorées, l'appendicite, l'épisode chez Best Buy, tout. Elle a écouté sans dire un mot, puis elle m'a expliqué quelque chose qui m'a marqué. Ce que vivaient ma mère et Biopapa, ce n'était pas ma faute. Je n'avais pas à payer parce que je ressemblais à mon père, et ce que j'avais subi, même si ce n'était pas des coups, ça restait une forme de maltraitance. On se voyait toutes les semaines, elle m'a donné des clés pour apprivoiser la colère et la douleur. C'était loin d'être facile. Certains jours, je sortais du rendez-vous encore plus mal qu'en arrivant, mais petit à petit, la douleur et la rage se sont apaisées, et j'ai commencé à reprendre ma vie en main. Comme si, enfin, j'avais une chance d'avancer au lieu de rester enlisé dans toutes ces mauvaises années. Biopapa a aussi insisté pour que l'on fasse une thérapie familiale. Il voulait rattraper le temps perdu, construire une vraie relation après être resté absent toute mon enfance. On allait voir une autre thérapeute spécialisée dans la relation parent-enfant, tous les 15 jours. On a parlé de la séparation avec maman, de la façon dont elle avait tout fait pour l'écarter, de comment il avait payé une pension sans jamais avoir le droit de me voir. Il m'a montré de vieux papiers du tribunal, ses demandes de droit de visite et comment maman s'y opposait systématiquement. Il m'a confié que son plus grand regret, c'était de ne pas s'être battu davantage pour rester dans ma vie. Je lui ai décrit mon enfance à croire qu'il ne voulait pas de moi, ce que maman me répétait sans cesse, ces mensonges avalés 15 ans durant. On a fini en larmes tous les deux. La conseillère a dit qu'on devait faire le deuil de la relation qu'on aurait dû avoir et essayer d'en construire une nouvelle, imparfaite sans doute, car il m'avait manqué pendant toutes ces années et on repartait quasiment de zéro. Mais il faisait des efforts, de vrais efforts. Et rien que ça comptait plus que tout. 2 semaines avant Noël, Biopapa m'a demandé si je voulais rencontrer ses parents, mes grands-parents. Ceux-là même dont j'ignorais tout puisque maman m'avait toujours juré qu'ils ne voulaient pas entendre parler de moi. J'ai accepté sans hésiter. Ils ont fait 3 heures de route le matin de Noël, et quand ils sont arrivés, depuis la fenêtre, j'ai vu ce couple âgé descendre d'une berline bleue. Ma grand-mère, toute menue, cheveux gris, lunettes, pleurait déjà avant même d'avoir passé le pas de la porte.
Mon grand-père était grand, comme Biopapa et moi, les tempes argentées. À peine la porte ouverte, ma grand-mère m'a noyé dans une étreinte qui m'a coupé le souffle, répétant mon prénom, me touchant le visage comme pour être sûr que je n'étais pas un rêve. Mon grand-père m'a serré lui aussi, les mains tremblantes. À peine entrée, ma grand-mère a sorti de son sac d'énormes albums photos, les a ouverts sur la table basse et m'a montré des photos de Biopapa enfant. Même regard, même sourire, même façon d'être debout, les mains dans les poches, et soudain, tout cela me semblait incroyablement évident. Elle m'a montré une photo de Biopapa au même âge que moi, et c'était frappant. On aurait dit des jumeaux. Mon grand-père, lui, s'attardait sur chaque détail, la même mèche rebelle ou l'auriculaire un peu tordu. Ils m'ont posé plein de questions sur l'école, sur ce que j'aimais faire, et ils étaient vraiment à l'écoute. Au dîner, ma grand-mère a fondu en larmes, s'excusant de n'avoir jamais su que j'existais. Elle m'a expliqué que maman avait systématiquement fait barrage à toutes leurs tentatives de me joindre après la séparation. Ils avaient envoyé des cartes d'anniversaire, des cadeaux à Noël, année après année, mais tout leur était à chaque fois retourné. Ils étaient même allés jusqu'à saisir la justice pour un simple droit de visite, mais l'avocate de maman bloquait systématiquement tout. Mon grand-père est devenu tout rouge en évoquant l'histoire de mon opération de l'appendicite, voulant comprendre pourquoi personne n'avait prévenu la police ou déposé plainte. Biopapa a expliqué que la procédure était complexe et que sa priorité à lui, c'était ma sécurité avant tout. Ma grand-mère répétait qu'elle aurait aimé être au courant plus tôt, simplement pour pouvoir aider, et m'a fait jurer de l'appeler au moindre souci. Avant de partir ce soir-là, mon grand-père m'a discrètement glissé 200 € dans la main en me disant d'acheter quelque chose qui me ferait plaisir. Ma grand-mère m'a serré très fort en promettant qu'il reviendrait à Noël. Début décembre, Kendra m'a appelé. Son nom s'est affiché sur mon téléphone. J'ai failli ignorer l'appel, puis j'ai décroché sans trop savoir pourquoi. Sa voix n'était plus la même, moins insolente, plus lasse. Elle m'a dit qu'elle avait entamé une thérapie après tout ce qui s'était passé, qu'elle travaillait sur beaucoup de choses liées à maman et à Marc. On a discuté plus d'1 heure. Elle a reparlé de souvenirs d'enfance que j'avais essayé d'oublier, comment maman lui préparait toujours ses plats préférés, mais me disait qu'il n'y avait plus rien à manger, comment elle avait de nouveaux vêtements pour la rentrée, alors que je devais remettre ceux de l'année d'avant, comment il l'emmenait au cinéma, me laissant seule à la maison. Kendra pensait que tout cela était normal, qu'il n'y avait rien à redire parce que ça avait toujours été comme ça, mais sa thérapeute lui avait ouvert les yeux. On lui avait appris à me voir comme moins importante et elle l'avait suivie sans jamais réfléchir. Elle a pleuré au téléphone, elle s'est excusée pour cet arrêt à Best Buy, pour ne pas m'avoir défendu dans la voiture alors que j'étais littéralement en train de mourir, pour avoir donné plus d'importance à son téléphone qu'à moi. J'étais incapable de trouver les mots au début. Je lui ai simplement dit que je n'étais pas prête à pardonner à maman et à Marc, et que peut-être je ne leur pardonnerais jamais, mais qu'elle, je ne la détestais pas. On avait grandi dans la même maison bancale, elle du côté favoritisme, moi du côté négligence, et finalement, ça nous avait toutes les deux abîmés différemment. Elle comprenait et n'attendait pas de pardon immédiat. Elle m'a alors confié qu'elle voulait partir loin, très loin, à la fac dès qu'elle le pourrait. Elle avait postulé dans des universités un peu partout et espérait décrocher une bourse, incapable de rester dans cette maison maintenant qu'elle voyait les choses clairement. La nouvelle audience pour la garde était fixée à fin mars. Ma psy avait rédigé un rapport sur mes progrès que Biopapa m'a laissé lire. Elle écrivait que ma santé mentale s'était nettement améliorée depuis que j'avais quitté la maison de maman, que j'étais plus ouverte en séance, moins méfiante, que je dormais mieux, que je mangeais régulièrement. J'avais pris 5 kilos depuis mon arrivée et mon stress était retombé. Le Dr Burns avait transmis mes derniers dossiers médicaux, attestant que ma cicatrice avait parfaitement cicatrisé et que tous mes indicateurs étaient revenus à la normale. Fini l'hypertension et les migraines chroniques. L'avocat de Biopapa avait préparé un énorme dossier. Logement stable avec ma propre chambre, présence impeccable à l'école depuis le changement, bulletin scolaire prouvant que mes notes étaient remontées de C et D à A et B, lettre de ma psy, de ma conseillère d'éducation, de mes grands-parents, photos de ma chambre, relevés bancaires témoignant de revenus réguliers et des pensions versées depuis 16 ans, historique complet de tous mes rendez-vous médicaux et thérapies depuis mon déménagement. Maman n'avait pas grand-chose à présenter. Elle avait fait quelques séances de thérapie, mais le rapport de sa psy restait très vague. Elle disait essayer de prendre du recul sur la garde, mais ne montrait pas vraiment de remise en question, sans la moindre reconnaissance de ce qu'on avait vécu ni du drame de Best Buy. L'audience a eu lieu un mardi matin glacial à la fin mars. Biopapa m'a conduite au tribunal et mes grands-parents nous ont rejoints sur le parking. Dans la salle, je me suis assise à la table de Biopapa et de son avocat. En face, maman avec son avocate. Marc était là aussi, mais pas Kendra.
La juge était une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris coupés courts, lunettes au bout du nez, qui a commencé par éplucher chacun des rapports, une attention impressionnante. Ensuite, place au témoignage. L'avocat de Biopapa m'a appelé en premier. J'ai pris une grande inspiration et je suis allé à la barre. J'ai juré de dire la vérité, et cette fois je ne me sentais plus du tout comme lors de la précédente audience. Plus sûre de moi, plus forte. On m'a demandé de raconter ma vie auprès de mon père. J'ai décrit ma chambre décorée à mon goût, expliqué que mon père s'assurait que je mange 3 fois par jour, que j'ai toujours des vêtements propres, que je sois à l'heure à l'école, qu'il m'amenait à chacun de mes rendez-vous médicaux et à toutes les séances de thérapie, qu'il m'aidait pour mes devoirs, qu'il s'intéressait à ma journée, bref, que je me sentais en sécurité chez lui. On m'a demandé des nouvelles de ma santé. J'ai dit que j'avais repris du poids, que je n'avais plus de migraine, que je faisais enfin mes nuits sans cauchemar. La juge m'a alors regardé dans les yeux et m'a demandé si je voulais retourner vivre chez ma mère. Je lui ai répondu franchement, non. Elle a voulu savoir si j'accepterais de revoir maman plus tard et, honnêtement, j'ai dit que je ne savais pas. Peut-être un jour, mais pas maintenant. L'avocate de ma mère a tenté de m'interroger sur ma famille et mon ancienne école, mais je me contentais de répéter que j'allais mieux aujourd'hui, que j'étais plus heureuse, en meilleure santé et surtout en sécurité. La juge a fait une pause d'1 quart d'heure pour tout relire, puis, en revenant, elle a rendu sa décision. Elle a accordé à mon père la garde exclusive, aussi bien légale que physique. Elle a précisé qu'à 16 ans, mon opinion pesait lourd dans la balance, et qu'il était évident que je m'épanouissais chez lui. Elle a aussi souligné que ma mère n'avait jamais pris la mesure de la gravité de sa négligence, ce qui la faisait craindre que ça puisse recommencer. Les certificats médicaux prouvant le retard dans les soins l'avaient marqué. Elle a ajouté que je pourrais reprendre contact avec ma mère si je le souhaitais, mais qu'il n'y aurait plus de visites imposées. Ma mère pourrait demander des visites surveillées dans l'avenir, à condition de suivre une vraie thérapie et de montrer des progrès concrets. Mais pour l'instant, j'étais autorisé à rester durablement chez mon père. Le visage de ma mère est devenu écarlate. Elle s'est levée et a quitté la salle avant même la fin des explications de la juge. Marc est resté assis, les yeux fixés au sol. Mon père m'a serré fort contre lui tandis que mes grands-parents pleurèrent de joie derrière nous. L'avocat a serré la main de mon père en le félicitant. On a signé les papiers, puis on est sorti du tribunal. Ma mère n'est pas revenue pour la dernière partie de l'audience, au moment où la juge a signé le jugement définitif. Elle a juste dépêché son avocate. Marc était resté tout au fond de la salle, sans faire un geste vers moi, sans même croiser mon regard. En sortant, j'ai reçu un message de Kendra. Elle m'a dit que maman était rentrée complètement effondrée, en larmes, rejetant la faute sur mon père, les avocats, la juge, sur tout le monde, sauf elle-même. Elle répétait que j'avais été dressé contre elle et manipulé par la famille de mon père. Kendra m'a confié qu'elle avait tenté de lui expliquer qu'on n'en serait jamais arrivé là si elle m'avait tout simplement emmené à l'hôpital ce jour-là. Mais maman refusait d'entendre raison. Je lui ai répondu que j'étais désolé qu'elle ait à gérer tout ça et que ce n'était pas à elle de faire ouvrir les yeux à maman. Kendra m'a dit qu'elle comptait les jours avant de partir à la fac. Ces messages m'ont mis un peu de peine, mais aucune culpabilité. C'était le choix de maman, du début jusqu'à la fin. Des années à faire comme si je n'existais pas, l'arrêt à Best Buy, les mensonges à l'hôpital, son incapacité à prendre ses responsabilités. Elle aurait pu changer les choses à tout moment, mais elle n'a rien fait. Les vacances de printemps sont arrivées en avril et Kian est venu passer 4 jours. Mon père est allé le chercher à la gare routière et Kian m'a sauté dans les bras sur le parking, le regard curieux, observant tout autour de lui comme s'il découvrait un nouveau monde. Le premier jour, mon père nous a emmenés dans un parc d'attractions et on a fait toutes les montagnes russes 2 fois. Kian n'arrêtait pas de s'étonner à quel point j'avais changé. Il me trouvait beaucoup plus détendu, souriant et vraiment heureux. Il trouvait que dans notre ancien lycée, j'avais toujours l'air crispé et épuisé, sur le qui-vive comme si j'attendais une mauvaise nouvelle. Maintenant, il trouvait que j'étais devenu un ado normal qui profitait enfin de la vie. Le lendemain, on est resté tranquille à la maison à jouer aux jeux vidéo et à manger des pizzas. Le soir, Kian a rencontré mes grands-parents venus dîner, et après, il m'a dit que j'avais de la chance de les avoir, que ça faisait plaisir de voir des adultes qui se soucient véritablement de moi. Le 3e jour, on est allé au cinéma, puis on s'est baladé en ville, et Kian me racontait tout ce qui se passait dans notre ancien bahut. Ça me faisait l'effet d'écouter l'histoire de quelqu'un d'autre, une vie qui n'était plus la mienne. Le dernier jour, on était assis dans ma chambre, il m'a dit « Je suis franchement soulagé que tout se soit arrangé. Tu sais, ça faisait des années que je m'inquiétais pour toi sans trop savoir comment t'aider. » Je lui ai répondu « Le fait que tu m'aies envoyé des messages tous les jours après mon opération, que tu sois venu me voir à l'hôpital, ça a compté plus que tu ne crois. Juste savoir que je pouvais vraiment compter sur quelqu'un, ça a tout changé pour moi. » Mon père a raccompagné Kian à la gare et on s'est promis de se donner des nouvelles. Son départ m'a un peu serré le cœur, mais plus que tout, je me sentais reconnaissant.
d'avoir retrouvé un véritable ami, d'avoir retrouvé mon père biologique et mes grands-parents, d'avoir pu partir avant d'être complètement brisé par cette maison. Après tout ça, j'ai commencé à regarder mes bulletins scolaires autrement. Mes notes étaient repassées de C et D à quasiment que des B, avec quelques A. La conseillère d'orientation m'a convoqué un après-midi et a ouvert un site de recherche d'université sur son ordinateur. Elle m'a demandé ce que je voulais étudier et j'ai réalisé que ça ne m'était jamais venu à l'idée. J'avais toujours cru que la fac, c'était pour les autres. On a passé 1 heure à comparer les facs autour de chez mon père, à regarder les filières et les dates pour les bourses. Elle m'a imprimé une liste de 10 options en me promettant qu'on préparerait les dossiers ensemble à la rentrée. Un mardi matin, avant les cours, j'ai reçu un mail de Jasmine Ford. Elle m'écrivait qu'elle était soulagée d'apprendre que l'affaire s'était terminée avec moi en sécurité. Elle expliquait aussi qu'elle avait parlé de mon histoire comme exemple lors d'une journée de formation sur la reconnaissance de la maltraitance familiale et l'écoute attentive des élèves. Lire ces mots m'a fait quelque chose au fond. Peut-être que le pire qui me soit arrivé pourrait un jour servir à aider un autre enfant. Je lui ai répondu pour la remercier d'avoir cru en moi quand ça comptait le plus. L'été est arrivé fin mai et il a bien fallu que je m'occupe autrement qu'en tournant en rond chez mon père. Il m'a aidé à faire un CV alors que je n'avais encore jamais travaillé pour de vrai. À la librairie du centre, une affiche annonçait qu'il cherchait un vendeur. Le responsable m'a engagé tout de suite pour tenir la caisse et remplir les rayons, 4 jours par semaine. Mes collègues, c'étaient surtout des étudiants de retour en ville pour l'été. Ils m'ont invité à leurs soirées films et à leurs pique-niques au parc. Je me faisais de vrais amis, des gens qui ignoraient tout de mon passé, à moins que je décide de leur en parler. Début juin, Kendra m'a envoyé une photo d'elle avec sa toge et le chapeau, posant entre maman et Marc. Puis elle m'a annoncé qu'elle avait été prise à l'université d'État, à 8 heures de route de chez eux. Ce soir-là, sa voix avait une tonalité différente au téléphone, presque plus légère. Elle m'a demandé si elle pouvait passer nous voir, mon père biologique et moi, avant la reprise des cours en août. J'ai accepté sans hésiter, convaincu que ça ne poserait aucun problème à mon père. La lettre est arrivée de l'avocat de ma mère à la mi-juin. Un courrier très formel aux formulations élégantes qui me proposait de la rencontrer autour d'un café, avec un thérapeute pour encadrer la discussion. Mon père m'a simplement tendu la lettre en me précisant que la décision me revenait entièrement. Je n'en ai pas parlé pendant 3 jours, puis j'ai fini par aborder le sujet en thérapie. Ma psy m'a demandé ce que j'espérais retirer de cette rencontre, mais j'en étais incapable de le formuler. J'ai répondu, via l'avocat de mon père, que je n'étais pas prêt, et peut-être que je ne le serais jamais. Quand Kendra est arrivée, un samedi de fin juillet, elle avait 2 valises à la main et un sourire timide. Mon père lui a serré la main à l'entrée et l'a invitée à entrer comme une invitée ordinaire. Ils se sont installés dans le salon pendant que je préparais des sandwichs dans la cuisine. Je les entendais évoquer le dossier de garde. La voix de Kendra s'est brisée quand elle s'est excusée pour toutes ces années où elle avait laissé faire ma mère. Mon père lui a répondu « Toi aussi, tu n'étais qu'une enfant. Ce n'est pas à toi de porter le fardeau des erreurs de tes parents. » Quand je suis arrivée avec les sandwichs, Kendra avait les yeux rouges, mais elle semblait plus sereine qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. On est parti camper la 2e semaine d'août. Mon père a chargé la camionnette avec les tentes et les duvets, et nous avons filé vers le nord, retrouver mes grands-parents dans un parc naturel. On a planté la tente au bord d'un lac, passé 2 jours à nager et à se promener. Le 2e soir, autour du feu, mon grand-père a commencé à raconter des anecdotes sur l'enfance de mon père, disant que j'avais hérité de la ténacité des 2 côtés de la famille. Il m'a regardé sérieusement. Cette obstination m'avait sauvé, selon lui, parce que j'avais refusé d'ignorer la négligence maternelle comme si de rien n'était. Ma grand-mère m'a serré la main en disant « J'aurais aimé te connaître plus tôt, mais je savoure chaque jour passé avec toi aujourd'hui. » La terminale a débuté le mardi suivant la rentrée et je suis arrivé au lycée avec une vraie assurance pour la première fois. Désormais, mon emploi du temps ne dépendait plus de Kendra. J'avais choisi tous mes cours seul. Premier trimestre, félicitations et recommandations de plusieurs professeurs pour les universités. Ma psy a remarqué le changement en octobre. « Tu as fait des progrès incroyables cette année. Tu veux qu'on espace les séances à une tous les 15 jours ?» J'ai accepté parce que dans l'ensemble, je me sentais bien. Enfin, pas simplement en train de survivre. Fin septembre, Kendra m'a appelé de la résidence universitaire. La fac, c'est plus dur que le lycée, mais tellement mieux, personne ne me connaît comme la fille modèle de maman. Elle avait aussi commencé à consulter la psy du campus 2 fois par semaine. Puis elle m'a demandé « Tu crois qu'on pourrait vraiment devenir frères et sœurs sans que nos parents se mêlent de tout ?» J'ai dit « On peut essayer, et je le pense vraiment. » Elle a souri. « Pour l'instant, ça me suffit. Les réponses des facs sont arrivées en mars. J'ai été pris dans 3 établissements près de chez mon père, avec des bourses correctes. L'une d'elles m'offrait assez pour limiter les prêts. J'ai étalé les lettres sur la table et vu les yeux de mon père briller en les parcourant. Il m'a dit « Je suis fier de toi »
et heureux de pouvoir être là pour la suite, après avoir manqué tant de choses avant. J'ai choisi l'université la plus avantageuse, et le week-end d'après, on est allé visiter le campus, déposer mon acompte. Ça a été une évidence dès que j'ai validé l'inscription en ligne. Mon père a imprimé la lettre d'admission et l'a accrochée sur le frigo juste à côté de mon bulletin. Mes grands-parents ont appelé dans la soirée pour me proposer de m'aider avec les frais d'université. Ils ont viré de l'argent sur un compte que mon père avait ouvert pour mes livres. Le week-end suivant, on a fait le tour des magasins pour trouver un mini-frigo et une lampe de bureau. Mon père ajoutait tout sur une liste dans son téléphone et cochait au fur et à mesure qu'on remplissait le camion. J'ai choisi une housse de couette bleu foncé et grise, plus adulte que mes anciens draps à motifs. On a fini par manger un burger sur le trajet du retour après 6 heures de course. Mon père m'a demandé si j'appréhendais le début de la fac. J'ai répondu que j'étais avant tout impatient. Il a eu un sourire et m'a dit « C'est exactement comme ça qu'il faut que tu te sentes ». Le jour de la remise des diplômes est arrivé, un samedi de fin mai. Je me suis levé tôt. J'ai enfilé la toge et le chapeau qui m'attendaient dans le placard depuis des semaines. Mon père m'a emmené au lycée. On a retrouvé mes grands-parents sur le parking. Kendra nous a rejoints, fatigués par la route. Kian est apparu dans la foule, m'a fait un check du poing et est allé s'asseoir avec les siens. La cérémonie a démarré à 10 heures. Je me suis installé avec ma classe sur des chaises pliantes sur le terrain de foot. Quand mon nom a retenti, j'ai traversé la scène pour saluer le proviseur. J'ai entendu Kian crier depuis les gradins, vu mon père dégainer l'appareil photo. Ma mère et Marc n'étaient pas là, je ne les avais pas invités et je n'éprouvais aucun remords. Cette journée était pour ceux qui avaient vraiment été là. On a pris des photos devant le lycée, puis on est allé déjeuner en brasserie. Ma grand-mère me touchait souvent le bras, comme pour s'assurer que tout était bien réel. Dès le lundi qui a suivi, l'été a commencé pour de bon, et j'ai décroché un boulot dans une librairie, tout près de chez mon père. 40 heures par semaine entre rangement des rayons et caisses, tout mon salaire filait sur le compte universitaire et je souriais à chaque virement. Le week-end, on a pris de nouvelles habitudes, mon père et moi, qui se sont imposées d'elles-mêmes sans qu'on ait besoin de forcer les choses. Le vendredi soir, on avait pour habitude de commander des pizzas qu'on savourait ensemble devant un film, tranquillement installés sur le canapé. Le dimanche matin, il préparait des pancakes aux pépites de chocolat et on les dégustait tout en feuilletant le journal. Presque tous les soirs, on sortait promener son chien dans le quartier. Ces petits rituels, bien plus précieux que de grands gestes ou des déclarations spectaculaires, avaient pour eux d'être sincères et réguliers. Le jour du déménagement, une matinée d'août écrasée de chaleur est finalement arrivée. Mon père biologique chargeait les cartons dans son camion pendant que je faisais un dernier tour d'horizon de ma chambre. 40 minutes de route plus tard, on arrivait sur le campus et garait la voiture devant ma résidence. Il a fallu faire 3 allers-retours pour tout monter jusqu'à ma nouvelle chambre, au 2e étage. Mon père m'aidait à assembler le lit, à installer le bureau près de la fenêtre. Une fois tout rangé, il est resté un moment, debout dans l'embrasure de la porte, les yeux posés sur la pièce. Il m'a serré contre lui, puis il a murmuré « Je regrette d'avoir raté toutes ces années, mais je suis tellement reconnaissant pour chaque jour que j'aurai désormais avec toi. » Je lui ai répondu « Tu m'as sauvé la vie le jour où tu es venu à cet hôpital. » On savait tous les deux que c'était vrai. J'avais enfin trouvé une famille digne de ce nom et un avenir à espérer. Voilà comment je raconte mon histoire. Maintenant, j'aimerais connaître la tienne, car chacun a son regard sur les choses. Viens partager ton ressenti en commentaire. Je prendrai le temps de tout lire plus tard.